mais on finit par apprécier la pluie, comme disait Corinne tout à l'heure, puisque ça permet d'irriguer les champs, de reconstituer nos nappes. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle et accessoirement aussi, peut-être trouver d'autres moments de loisirs et d'occupation. Alors, aujourd'hui, vous le savez, nous sommes heureux une nouvelle fois d'être accueillis par le cabinet Hugo Lepage dans le cadre de ce cycle que nous avons lancé il y a déjà fort longtemps entre l'ICH Business Club et puis le cabinet Hugo Lepage, puisqu'on essaie systématiquement de faire tomber un peu les barrières entre le bâtiment, le juridique et l'immobilier. Ce matin, on a décidé de faire un petit peu un état des lieux de la RSE, Info Intox. On parlera aussi des critères ESG. C'est des notions qui sont très proches. Et à cette occasion, donc, Corinne va nous restituer un peu le décor juridique de ce type de sujet. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Hervé Rigolo sur toutes les thématiques d'économie circulaire. Mais je dirais que là, Hervé, il est les pieds dans la glaise. Donc, on a besoin aussi d'outils dans cette économie circulaire. On a besoin d'inventorier les matériaux. Et puis, on a le sémillant, le bouillonnant Michael Cohen, qui dirige une start-up qui s'appelle Coénergie. Et il n'est pas venu seul. Et il pourra aussi nous donner un peu son regard, et surtout sur l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments, côté résidentiel et côté immobilier tertiaire. Moi, j'ajouterai un mot, c'est une sorte de page intermédiaire entre chaque intervenant, pour quand même vous dire où nous en sommes au niveau de l'immobilier professionnel, de l'investissement, des investisseurs institutionnels sur la partie ESG, parce qu'on a quand même une accélération très forte de notre industrie sur ces critères. Quelles sont les conséquences sur les volumes d'investissement? Comment se hiérarchisent les immeubles? Et puis, actuellement, vous savez qu'on est dans un alignement très mauvais des astres pour un investisseur immobilier, puisque l'argent facile, c'est terminé, l'augmentation des loyers, même pas en rêve, et une augmentation des taux de rendement. Et tout au-dessus, vous avez les CAPEX qui seront obligés d'être injectés dans l'immobilier. Et donc, si vous ne respectez pas le vert, c'est ce qui risque de vous mettre dans le rouge. Alain Béchade nous disait autrefois que le vert, c'est ce qui nous mettrait dans le rouge. Et là, il va falloir vraiment de la matière grise. Et ça, c'est Hervé qui pourra nous y aider pour justement créer cette matière durable et environnementale. Corinne, je vous laisse la parole. Merci une nouvelle beaucoup. fois, merci de nous accueillir. Bienvenue d'abord chez nous, dans notre cabinet. Donc, quelques mots pour dresser un peu le panorama de ce qui se passe. Alors, RSE, ESG, c'est pas la même chose. Hein. ESG s'applique davantage à tout le secteur financier, sauf que le secteur financier concerne le secteur immobilier. Par voie de conséquence, en fait, les critères sont à peu près les mêmes, hein, globalement. Donc, on parle de quoi? On parle de l'environnement, du social et de la gouvernance. C'est un triple pilier. Par conséquent, les critères qui vont être mis en œuvre concernent ces trois piliers. Pilier social, ça va être bien non seulement pour l'immobilier, je dirais ce qui concerne toutes les entreprises, c'est-à-dire le bien-être des salariés, l'égalité des sexes, l'égalité, la non-discrimination, enfin tous ces principes-là, les droits de l'homme, lato sensu. Mais ça va être également un certain nombre de critères qui sont davantage propres au métier du bâtiment et qui concernent par exemple la manière dont on va vivre dans les immeubles qui vont être construits, la manière dont on va y travailler quand ce sont des immeubles à destination de bureaux ou à destination industrielle. Bon, je vais très vite parce que j'ai 10 minutes en tout, donc je vais faire ça au pas de course. Bon, la gouvernance, c'est la manière dont est gérée l'entreprise, globalement. C'est-à-dire la manière dont, là encore, on va retrouver les critères d'égalité homme-femme, on va retrouver l'intervention des parties prenantes, on va retrouver les relations avec l'environnement au sens institutionnel du terme, voilà, tout ce qui va constituer bien entendu la lutte contre la corruption, la lutte contre l'évasion fiscale, en fait, tous ces sujets. Et puis il y a les sujets environnementaux, et c'est eux, vous en avez parlé il y a un instant, qui sont croissants. Qui sont croissants pourquoi? Parce qu'on est tous engagés, bien entendu, dans la lutte contre le dérèglement climatique et dans l'adaptation au dérèglement climatique. Ce qui a un impact direct sur la valeur des actifs. C'est-à-dire qu'un actif qui n'est pas, je veux dire que ce n'est pas seulement être politiquement correct et s'inscrire dans une
politique qui green plus ou moins washé, si j'ose dire, en tout cas washé. C'est vraiment de prendre en considération pour les actifs que l'on constitue l'idée que ce doit être des actifs durables, dans tous les sens du terme, parce que sinon on arrive à des actifs échoués, c'est-à-dire qu'ils ne valent plus un clou. Exemple, les passoires thermiques. Donc, si vous voulez, la manière dont on va concevoir dès le début le bâtiment, c'est bien entendu répondre aux critères RSE-SG, mais c'est aussi construire quelque chose qui va être rentable et qui va s'inscrire dans la durée jusqu'à ce qui vous intéresse, monsieur, c'est-à-dire la démolition du bâtiment, c'est-à-dire arriver à des systèmes d'éco-construction qui intègrent aujourd'hui même l'idée de la déconstruction et de la réutilisation des matériaux qui seront dans le bâtiment. Et quand vous regardez les tendances ESG de l'immobilier et de l'OID, hein, il y en a 19, enfin, je ne vais pas vous les citer tous, enfin les premiers, c'est classement de 2021, parce qu'on n'a pas encore celui de 2022, moi je ne l'ai pas, c'est le carbone, ensuite c'est l'énergie, ensuite c'est l'éthique des affaires, la sécurité et la santé des occupants, l'intégration des enjeux ESG dans la politique d'investissement, la résilience au changement climatique, la gouvernance interne, etc. etc. Dans cette prise en compte des critères environnementaux, vous avez donc tout ce qui concerne climat et adaptation. Mais je voudrais attirer votre attention sur un nouvel enjeu qui me paraît extrêmement important, c'est celui de la biodiversité. Il se trouve que je conseille plusieurs fonds d'investissement, dont un où j'étais hier, travailler avec eux hier matin sur la biodiversité. J'ai tenu 2 heures d'horloge pour leur expliquer toutes les incidences que la question de la biodiversité avait sur leur métier. Parce que avec le renforcement des règles d'application du Green Deal, c'est-à-dire la taxonomie, c'est-à-dire les règlements SFRD, CSRD, qui sont les règlements financiers qui s'appliquent notamment en matière de reporting extra-financier. Vous avez maintenant des obligations sur la biodiversité qui commencent à coller aux obligations sur le climat. Et on s'oriente petit bout par petit bout vers la définition d'une empreinte biodiversité comme on a une empreinte carbone. Et ça, c'est de nature à changer considérablement la manière de penser des entreprises, et notamment pour les critères ESG, et pour les gens qui veulent s'orienter vers les fonds article 8 et article 9. Alors, je parle un peu chinois, je suis désolée, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, donc s'il y a des questions tout à l'heure, je reviendrai. C'est en fait dans le cadre de la réglementation européenne, ce sont les fonds qui soient un peu durables ou à 80% durables. Je simplifie, mais globalement, c'est ça. Le critère biodiversité devient un critère extrêmement important. Et il l'est d'autant plus pour vous que l'application du principe zéro artificialisation nette des sols pose de nouveaux problèmes en termes de foncier et donc va amener à des reconquêtes de friches qui elles-mêmes vont exiger de la part des investisseurs un travail sur la biodiversité extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand des zones ont été totalement inoccupées pendant 25 ans, c'est des friches industrielles, qu'elles sont polluées et que personne ne voulait mettre un centime pour les nettoyer. Ça existe, si j'ose dire. Eh bien, vous avez la nature est prolixe et la nature, elle a reconquis. Et donc, vous avez des zones de biodiversité extrêmement puissantes qu'il n'est pas question de démolir complètement. Et donc, on a une nouvelle problème. Je prends cet exemple-là, mais parce que c'est concret au concret, mais je pourrais vous en donner 25 autres. On a cette obligation de repenser différemment au regard de la biodiversité les critères de la construction. Dernier point sur lequel je voulais vous dire un mot, parce qu'il n'est pas tout à fait négligeable, c'est la directive du Parlement qui a été votée la semaine dernière, donc le 20 avril 2023, sur le système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Vous allez me dire quel rapport? Je vais vous dire, il est immédiat, c'est que désormais, le secteur immobilier va rentrer dans le secteur du SEQE, le secteur immobilier et le secteur routier. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, tout simplement parce que malgré la taille du document, il n'y a pas les annexes. Donc, il y a quand même, c'est pas pagineux, donc je ne peux pas vous dire combien ça fait, mais enfin, vous voyez la taille de l'engin. Bon, je n'ai pas les annexes, donc je ne peux pas détailler comment ça va s'appliquer à l'immobilier. Mais ce dont je suis certaine,
c'est que le secteur immobilier est rentré dans le secteur des échanges de quotas d'émissions, ce qui veut dire que dans le travail RSE, ESG que vous allez avoir à faire, il va y avoir un lien évident avec la question des quotas carbone, puisque vous allez être soumis, alors sous des formes que l'annexe déterminera, et peut-être des actes délégués d'ailleurs, derrière, au système de quotas d'émissions. En un mot, aujourd'hui, les crédits carbone se définissent en deux grandes catégories. Vous avez la catégorie dite du marché non réglementé, c'est-à-dire des quotas carbone de compensation de la forêt, des choses comme ça, ou de crédits carbone que vous achetez pour des opérations d'amélioration des méthodes agronomiques, puisqu'on commence à récupérer sur les sols. Ça, c'est le marché libre. Le prix du quota carbone c'est une tonne de carbone, s'établit entre 3 € pour ce qui ne vaut pas un clou, c'est-à-dire des opérations de reforestation dans des zones où personne n'ira jamais rien regarder, et donc pas de valeur, très peu de valeur, à des crédits carbone qui, eux, sont très valorisés parce qu'ils sont très contrôlés, qu'ils ont un impact biodiversité très positif, et là, on peut monter à des sommes qui sont tout à fait importantes, de l'ordre de 80 à 100 €. Et puis, à côté de ça, vous avez le marché des quotas d'émissions qui, jusqu'à maintenant, était un marché industriel. C'est un marché qui a été monté en 2000, au milieu des années 2000 en Europe, à la suite des accords de Kyoto, et qui permettait donc aux industriels d'échanger entre eux, certains industriels, pas tous, d'échanger entre eux des quotas d'émissions. C'est-à-dire, je veux émettre davantage, je suis obligé d'acheter à mon voisin qui, lui, a fait des opérations d'investissement qui me permettent d'émettre moins. Le système n'a pas du tout fonctionné dans les premières années, pendant 15 ans en fait, parce que les États se sont débrouillés pour avoir une flopée de crédits carbone, puisque c'était gratuit au départ, donc la bourse était ouverte, et donc ça ne servait à pas grand-chose, et le crédit carbone valait 5 € la tonne. On a changé de système, on est maintenant dans un système où on achète les crédits carbone, où on en a supprimé un gros paquet de manière à réduire la masse. J'y ai participé quand donc ça a commencé quand j'étais députée européenne, donc ça fait 10 ans de ça, que le rachat des crédits carbone, enfin l'annulation des crédits carbone, c'est assez vieux. Et donc on a remis en place un système, et là l'Europe vient de remodeler complètement le système, avec des quotas d'émissions à l'entrée aux frontières, d'une part, avec un système d'équilibrage du marché et avec une extension du marché, d'une part à l'aviation civile et au transport maritime qui n'en faisait pas partie jusqu'à présent, et d'autre part au secteur immobilier et au secteur routier. Voilà, donc je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour vous, qui va être quand même extrêmement importante, à la fois en risque et en opportunité. Voilà, je m'arrête là, j'ai largement dépassé mon temps et je vous prie de m'en excuser. Très bien. Merci Corinne, c'est parfaitement clair. En fait, il est possible que même en immobilier, on puisse poser l'équation qu'un immeuble qui n'est pas durable est obsolète. En fait, ça pose la question de l'obsolescence. Oui, c'est ça, les actifs échoués. Voilà, les actifs échoués, les parties brunes, enfin, quels que soient les sujets. Alors, au niveau de l'investissement immobilier, on a vécu 2-3 temps, en fait, depuis une vingtaine d'années. Je le dis régulièrement dans ces entretiens, mais comme nous avons de nouveaux intervenants, on a le milieu des années 90 qui a été clé dans l'investissement immobilier d'entreprise, parce que c'est là qu'on a assisté à la financiarisation de l'immobilier. C'est là que les anglo-saxons sont arrivés avec des méthodes de financiarisation et qu'ils ont appréhendé l'immeuble comme une entreprise. Donc on faisait même des business plans et on faisait des discounted cash flow, ce qui permettait d'intégrer dans cette méthode financière tout ce qui de près ou de loin pouvait impacter la valeur. Donc on y rentrait des capex, on y rentrait des sorties de locataires, des revalorisations de loyers, etc. Et jusqu'à une date récente, mais y compris maintenant, la valeur des actifs repose sur un couple infernal qui est le loyer de taux de rendement. Donc quand vous avez une très bonne signature d'un locataire, que vous avez une durée ferme d'engagement, eh bien la valeur d'expertise, qui est celle que vous allez retrouver dans les comptes des sociétés foncières, des CPI, des OPCI ou des FIA, eh bien celle-là privilégie encore aujourd'hui très très largement ce côté capitalisation du revenu. Alors il y a 3 ans, 4 ans, les critères ESG ont explosé parce que les investisseurs
qui étaient présents ont voulu justement investir désormais dans des immeubles durables. Donc les sociétés de gestion ont couru après un label d'État, qui est le label ISR, Immobilier Socialement Responsable, mais évidemment la contrepartie, c'était de prouver que l'immeuble était ESG. Alors dans les critères ESG, Corinne a cité l'OID, mais en fait on a des critères ESG, il n'y a pas de modèle unique là aujourd'hui dans les grilles ESG. Et alors je vais vous citer quelques critères qui reste très axé, et là on en revient un peu à l'historique sur l'investissement en immobilier, très axé sur la performance énergétique. Donc c'est le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ce que ça coûte dans un immeuble. Donc le détenteur d'immeuble qui recherche toujours une amélioration de sa performance locative, évidemment la performance énergétique c'est très important. Donc sur des notations à peu près de 100 points sur une grille ESG, vous avez déjà 10 à 15 points consacrés à l'énergie primaire. Vous en avez sur les émissions de gaz à effet de serre, vous en avez 5 ou 6, et puis ensuite, ça baisse. Biodiversité, Corinne, 1 point. Ça va changer. Ben, il faut que ça change. Et ça, c'est un petit peu l'esprit critique qu'on doit avoir vis-à-vis des critères ESG, c'est qu'il y a des éléments sous-évalués. La biodiversité, c'est sous-évalué. Autre sujet qui est sous-évalué, c'est l'aléa climatique. C'est quand même pas rien, l'aléa climatique, entre la submersion marine, les problèmes de sécheresse, les retraits gonflements argileux, et j'en passe parmi les horreurs qu'on peut avoir. Donc, les critères ESG sont une première approche, il faut quand même la saluer, parce que dans l'immobilier, on nous a accusés d'être d'horribles financiers, capitalistes, recherchant le rendement. C'est pas faux, c'est aussi redistribué. Mais là, moi, je le vois avec les jeunes étudiants qu'on a, les asset managers, eux, sont devant un empilement administratif parce que les contrôles de l'État exercés sur ces sociétés passent par tous les critères d'énergie, de trajectoire de décret tertiaire, trajectoire crème, de décret BAC, de biodiversité, de végétalisation. Et la lettre E est quand même hypertrophiée par rapport au S et G. Et vous avez 4 activités aujourd'hui qui sont prohibées dans les critères ESG. Vous avez tout ce qui est lié évidemment à l'énergie fossile. Donc si vous avez Total comme locataire, ça ne marche pas. Vous avez la pornographie, donc là non plus ça ne marche pas. Donc chez KPA avec Playboy ça ne marche pas, hein, ça cherche à louer des bureaux. Vous avez les armes, alors ça c'est un problème, parce qu'aujourd'hui devant les menaces, ça on n'y avait pas pensé. Hein, mais on a le cas par exemple d'une entreprise qui est spécialisée dans du matériel de sous-marin nucléaire, et bien là c'est pas ESG. Donc il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à ça. Et puis la 4e activité, je crois que je l'ai oublié, mais enfin disons que vous avez ce bouquet d'activités. Donc pour se résumer, on a des critères ESG qui ne sont pas suffisamment impactés dans les valeurs d'expertise, parce qu'on a un gros problème aussi, c'est qu'on a une documentation qui est parfois indigente dans tous les fonds qui sont évalués. C'est-à-dire que cette documentation, c'est considérable. Hein. Là, je vous le cite à grands traits, mais il faut des comparaisons par rapport à d'autres sites. Il vous faut évidemment les titres de propriété des états locatifs, les travaux que vous allez engager, les retours sur investissement, les biodiversités, votre trajectoire carbone, puisqu'on vise la neutralité carbone en 2050. Donc finalement, tous ces actifs-là vont devenir illiquides. C'est ça la vraie question qu'on se pose. Et soit plus de 60% aujourd'hui des investissements organisés par des acteurs cotés des véhicules de placement se font sur des critères ESG. Mais c'est ce que je disais avant qu'on commence à venir, je crains que les critères ESG soient l'immobilier d'entreprise, que le DPE est à l'immobilier résidentiel. C'est-à-dire que le DPE, c'est quand même le degré pas très développé de tous les sujets durables sur un appartement. Et bizarrement, quand on regarde les ventes d'appartements, moi je l'ai fait sur plusieurs dossiers, là on a extrait des transactions de la base des notaires, on a des valeurs encore très très élevées hein, sur des lettres F et G. Parce qu'en fait, il y a une sorte de sauf-qui-peut de gens propriétaires qui vendent des studios, des 2 pièces, des 3 pièces, qui ne sont pas forcément loués derrière. Et il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas conscience en fait de l'étiquetage, des conséquences des passoires énergétiques. Donc il y a un gros problème. Et sur la RSE, c'est pareil, on voit le glissement. On a des entreprises qui se sont positionnées sur la RSE parce qu'en termes de communication, de marketing et de positionnement, c'est valable. Et donc là, pour terminer sur le sujet, il va vraiment falloir qu'on impacte dans les valeurs les immeubles qui ne sont pas durables. Pourquoi? Parce qu'il faut une hiérarchisation des valeurs.
Le problème, c'est que vous avez des milliards et des milliards d'euros. Les investisseurs institutionnels en France, leur patrimoine représente à peu près entre 350 milliards d'euros et 400 milliards d'euros. Sur 10 ou 15 ans, des bénéfices importants ont lieu par l'abaissement des taux de rendement. Et malheureusement, ces plus-values-là n'ont pas été réinjectées en grande partie dans les immeubles pour décarboner, pour améliorer la performance énergétique, mais étaient distribuées en dividendes. Ça, c'est une réalité. Hein. Et aujourd'hui, les CPI, dont plus de 60% du patrimoine a plus de 10 ans, hein. Vous regardez la composition des patrimoines des CPI, vous avez, et les 20 ans, plus de 20 ans, je crois que c'est encore un tiers du patrimoine. Donc vous voyez, c'est à l'échelle de tout ce qu'on doit entreprendre, des travaux énormes. Et il faut absolument, les prix baissent sur les immeubles qui ne sont pas durables. Autrement dit, et je conclus, il faut que la valeur d'un immeuble soit liée aux composants de l'immeuble, à la qualité de l'immeuble. C'est ce qui se passait au 19e siècle. Quand on évaluait un site, on l'évaluait en fonction des composants, de la qualité architecturale, l'organisation, la distribution et autres. Et donc là, les éléments extra-financiers doivent de plus en plus prendre d'importance sur la valeur financière. Alors on va parler évidemment de déconstruction, parce qu'on s'aperçoit aussi que la démolition représente, je crois en France, à peu près 40 millions de tonnes de déchets, donc c'est considérable. Et la déconstruction, évidemment, permet d'atteindre des niveaux très bas. Donc on va laisser la parole à Hervé, hein, qui nous a préparé un PowerPoint sur ces sujets d'économie circulaire, de matériaux de construction, du marché du matériau de construction, et comment ça prend de l'ampleur. Très bien, parfait. Merci pour votre accueil, merci pour votre propos. Alors, quelques mots sur notre offre, sur la façon dont Batirim, filiale du groupe Suez, a de souhaiter s'inscrire dans cet écosystème. Vous l'avez très bien résumé à l'occasion de votre introduction, Monsieur Le Prévost. Nous, on voit bien que, en fait, on est en train de basculer dans ma jeune entreprise qui a été montée en 2019, mais on sent bien déjà, dès maintenant, un mouvement de bascule d'un marché où, en fait, nos solutions intéressaient des déconstructeurs pour optimiser un chantier de déconstruction à un marché qui commence à intéresser des gestionnaires d'actifs dans la perspective de la valorisation d'un ouvrage qui doit être décorrélé, ce que vous avez appelé le discounted cash flow des loyers, ce que j'appelle l'adresse. Globalement, pour moi, c'était à peu près ça. Et donc, on va discuter de tout ça avec une présentation en 3 points. Une présentation de notre société, premier élément. Deuxième élément, notre démarche systémique qui nous permet de prendre en compte le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, et d'en faire un outil non seulement d'efficacité opérationnelle du chantier, mais aussi de valorisation future du bien, indépendamment de savoir d'ailleurs même si on a déjà programmé ou pas la déconstruction du bien en question. Et puis ensuite, je vous présenterai quelques références sur 2 projets emblématiques, l'un très grand, l'un très petit, qui vous montrera un petit peu la diversité de nos prestations et de nos possibilités. Non, pardon, non, c'était la bonne, j'anticipe. Voilà. Alors, notre société, donc, nous, Batirim, nous sommes un bureau d'études digitales filiale de Suez compétent donc sur toute classe de déchets. Les déchets de chantier sont précisément ceux qui nous intéressent en l'espèce. Et puis, filiale également d'un éditeur de logiciels, la société Kernial, basée à Lyon, un éditeur de logiciels spécialisé dans, historiquement, la gestion des levées de réserve appliquées aux projets de construction. Et en fait, notre pari, c'est d'inverser cette logique de levée de réserve pour aller à même les plans digitalisés, qualifier la ressource à l'intérieur d'un bâti. L'idée étant de dire, cette table, ce parquet, ces luminaires, mais aussi ces éléments de béton, que doivent-ils devenir dans l'hypothèse de leur réemploi s'ils sont de bonne qualité ou dans l'hypothèse de leur envoi en déchets s'ils ne le sont pas. Et en fait, on se rend bien compte que le simple fait de se poser la question, est-ce que ceci est un déchet, est-ce que ceci ne l'est pas, va amener les maîtres d'ouvrage
leurs assistants et les déconstructeurs, de facto à réduire la part de déchets. On va parler de tout ça. Slide suivante. Voilà, alors, nous, notre activité, elle s'inscrit clairement dans le sillage de la loi AGEC. Je vais la résumer rapidement pour vous en dire que en 2019, date de création de notre structure, nous avons pressenti les potentialités du fameux diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets, et nous avons décidé de digitaliser cette démarche afin d'en déduire un nouveau métier, le nôtre, qui est celui de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ressources et économie circulaire. Alors, cette loi, elle est très importante, c'est elle aujourd'hui qui met beaucoup de vent dans nos voiles, et c'est également cette même loi qui met en place les responsabilités élargies des producteurs, notamment dans le cadre de l'arrêt PMCB, pour laquelle Batirim est également compétent de par l'accès aux données que nous proposons s'agissant des ouvrages dont nous supervisons la déconstruction, mais on va y revenir. Slide suivante. Alors, cette loi AGEC, vous aurez bien compris que l'idée, c'est de la respecter, évidemment, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, mais c'est surtout de s'appuyer sur certaines de ces exigences pour la dépasser, et puis pour proposer de cette manière à un certain nombre d'opérateurs économiques d'insérer dans leur projet de démolition et de réhabilitation un certain nombre d'objectifs environnementaux. Et nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est prioritairement le bas carbone et le réemploi qui nous permettent de regarder les bâtiments à déconstruire comme autant de gisements. En fait, vous n'avez ni plus ni moins que la colonne crédit de votre compte bancaire quand vous regardez un bien que vous avez en portefeuille. Et notre souhait, eh bien, c'est de s'adresser à une clientèle de décideurs publics et privés pour leur proposer toute une série de méthodes basées sur des chiffres destinées à crédibiliser leur démarche, leur politique ESG, QSE. Donc, on s'appuie sur les bases de données que l'on constitue au moment où on réalise les diagnostics produits, équipements, matériaux, déchets. Et ce sont ces données que l'on va retraiter pour en déduire toute une série de plans d'action proposés au maître d'ouvrage, à commencer par sa stratégie d'économie circulaire, sur la base de laquelle nous savons lui apporter un certain nombre de conseils sur la définition d'une part, mais aussi sur la mise en exécution d'autre part. Suivant. Alors, comment on procède? En fait, on va partir, je vais vous expliquer comment, de l'exécution du diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets. Sur cette base, on en déduit toute une série de livrables qui nous permettent de rassurer nos clients sur la bonne fin de l'exécution d'un chantier de déconstruction, au même titre que ce qu'ils font déjà sur un suivi de construction. Et puis, tout au long de ce processus, nous, ce qu'on offre à toute une série d'acteurs de l'écosystème économie circulaire, c'est de décloisonner l'information. C'est la suivante. Voilà. Alors, comment on fonctionne? Vous voyez que le bâtiment, nous, première chose, on commence à le saucissonner et à le détailler par autant d'éléments cohérents qu'il contient. Et puis, on va aller, c'est l'encart de droite, à l'aide d'une application tablette, on numérise le plan de l'ouvrage, on y applique la nomenclature que l'on définit de tout ce qu'on est susceptible de trouver à l'intérieur de ce bâtiment, clous et couverts, gros œuvres, seconde œuvre, processus industriel, sanitaire, électricité, etc., etc. Et on va aller, à l'aide de pastilles tactiles, matérialiser à même le plan la présence de tel ou tel composant. Donc, ça permet déjà de gagner du temps sur la géolocalisation à même les plans de chacun des éléments éligibles au réemploi ou pas. Mais surtout, ça nous permet d'aller qualifier de manière plus riche, plus détaillée, ce qu'un diagnostiqueur a sous ses yeux. L'idée est bien de dire, cet élément que je pense réemployable, je prends sa photo, je vais incorporer de visu un certain nombre de valeurs de caractéristiques qui vont me permettre de préparer la stratégie d'économie circulaire que je vais lui appliquer. Étant entendu qu'une stratégie d'économie circulaire, il peut très bien ne pas y en avoir.
je peux parfaitement, et c'est offensant pour personne, avoir cet ordinateur-là où il n'y a plus grand-chose à espérer, ça va partir en déchet, mais au moins, à l'aide de ce diagnostic digitalisé, je saurai pourquoi mon ordinateur doit être regardé désormais comme un déchet. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, l'ensemble des plus-values que l'on sait apporter à nos clients à partir de ce diagnostic produit, équipement, matériel, déchet. Une donnée digitale, géolocalisée et enrichie qui se traduit par une base de données. Slide suivante. Donc, la base de données, vous la voyez ici. En fait, votre bâtiment, on a traduit sous la forme d'une base de données Excel l'ensemble de ces composants dont on sait faire figurer sous la forme des colonnes que vous voyez, eh bien tout ce que le diagnostiqueur a constaté de visu et saisi à l'occasion de son diagnostic par le biais de ses observations tablette. Donc là, si vous voulez, votre bâtiment, dans une logique de déconstruction ou dans une logique de valorisation et même de suivi d'exploitation, eh bien il n'a plus de secret pour lui. Donc, on sait exporter notre bâtiment au fichier, au format Excel. On sait l'exporter également au format Word, je vais vous expliquer pourquoi, et on sait l'exporter également au format PDF. Slide suivante. Diagnostic PEMD toujours, donc voilà en fait sur un simple clic l'ensemble des documents que nous savons proposer à nos clients et qui leur permettent déjà d'être conformes avec la réglementation en vigueur, tout simplement parce que en fait, on a gagné un temps précieux lors du diagnostic pour collecter la donnée et puis la retraiter sous différents points de vue, la liste des équipements, des produits, et puis un regard sous l'angle du tonnage des matériaux que constitue chacun de ces produits, et puis un troisième et dernier angle, à savoir l'angle des déchets, auquel chacun de ces matériaux peut donner lieu si aucune solution de seconde vie n'est envisageable. Là, globalement, si vous voulez, le tout en un que l'on peut produire à l'issue d'une digitalisation. Il est évident que ce type de démarche n'est accessible que à l'issue d'une digitalisation. Si vous voulez, le diagnostic produit avec le cahier Espiral, eu égard à la masse d'informations dont la réglementation demande désormais la collecte, ça c'est terminé. Voilà, slide suivante. Donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où on a la donnée dans un cloud, eh bien nous, on va savoir sur cette base intervenir sur site, conseiller notre client à la bonne exécution d'un certain nombre d'exigences qu'il aura mises en évidence avec notre aide dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie d'économie circulaire. Donc, sur un même outil, à l'aide d'une GED, on sait stocker des constats de tri, on sait apporter des photos, on sait piloter les KPI de performance et d'atteinte des objectifs économie circulaire, donc ESG, de notre démarche de déconstruction. C'est la raison pour laquelle je disais bien que, si vous voulez, on est compétent sur l'organisation du chantier et sur un certain nombre de gains de productivité qu'on sait proposer de cette façon aux déconstructeurs, parce que mon chantier, il va être trié, il va être plus propre, il va être plus efficace. Et puis, on sait proposer aux maîtres d'ouvrage les quantités que recèlent ces bâtis préalablement lors des constructions. Après, on peut parfaitement imaginer qu'on va croiser ces quantités avec des prix de marché financier, London Metal Exchange, et vous avez la valorisation à la casse de votre ouvrage, c'est parfaitement envisageable. Voilà. Slide suivante. Également type de données que nous savons produire tout au fil de l'exécution de la déconstruction de l'ouvrage, un suivi de déchets. Aujourd'hui, personne d'autre en France ne sait faire ça et a tendance à laisser les clés de son suivi de déchets à son déconstructeur, induisant de cette façon une forme d'opacité sur une part de plus en plus importante du chantier qui, de facto, échappe au maître d'ouvrage. Suivante. Merci. Merci. Et donc, nous, ce faisant, on va également alimenter en information de toute nature toute une série d'acteurs de l'économie circulaire qui vont avoir besoin d'une information décloisonnée pour voir leur écosystème prospérer.
on est en mesure de déduire de cette application tablette des fiches produits qui ne sont ni plus ni moins que les pages de votre catalogue de réemploi, sur la base de quoi toute une série de repreneurs savent enfin prendre parti. Ça m'intéresse pas. Parce que j'ai la matière première, j'ai la matière secondaire, j'ai ne serait-ce les dimensions, j'ai ne serait-ce la photo, autant d'éléments qui sont donc communicables par un simple clic à l'ensemble de la communauté du réemploi qui popule l'écosystème de mon projet de déconstruction. Slide suivante. On est également en mesure d'apporter de la preuve sur la bonne fin de matériaux éligibles au réemploi et démontrer par A plus B que insérer une part de réemploi dans un nouveau projet de construction ou d'aménagement est de nature, et on sait vous en apporter la preuve, à induire un certain nombre d'économies sur les effets carbone évités, sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur les économies de ressources, puisque intégrer du réemploi, c'est autant d'éléments neufs qu'on n'aura pas eu à fabriquer, qu'on n'aura pas eu à faire transporter entre une usine et un lieu de consommation et de production. Quelques références sur deux de nos chantiers les plus emblématiques, un très gros, le premier, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes intervenus pour le compte de Nexity sur un chantier que j'appelle vase communicant, où, si vous voulez, on a déconstruit et où on avait la colonne crédit de mon compte bancaire sous la forme d'un gisement de matériaux vers la colonne débit, à savoir le nouveau projet, en l'espèce le futur siège social du groupe Nexity situé à Saint-Ouen. Donc vous voyez que les résultats obtenus en termes de valorisation matière nous permettent d'aller bien plus loin que les simples seuils exigés aujourd'hui par la réglementation AGEC, tout simplement parce qu'on a su mettre dans tout ça non seulement de la donnée, mais également du jus de cerveau derrière pour trouver des exutoires un petit peu originaux de tout ce qu'on imaginait en déchets et en trouver des solutions de réemploi. Vous seriez épaté de savoir tout ce qu'on peut réemployer alors qu'on l'avait sans doute condamné un petit peu trop vite à la décharge. On a des cas d'usage qui sont truculents. Voilà, donc là, un beau projet de type vase communicant et un deuxième projet plus petit. On a été retenu par la ville de Paris pour intervenir sur certaines de ces crèches et voir avec l'aide de leurs architectes comment incorporer des produits issus du réemploi dans le cadre de nouveaux projets de réagencement d'ouvrages plus petits, puisque là, vous voyez, on est sur une crèche de 99 berceaux, 1500 m², c'est tout petit, mais on a su mettre en relation des architectes spécialistes du réemploi avec des architectes qui étaient curieux d'en découvrir les potentialités. Ils ont été absolument enchantés pour un bénéfice carbone et une performance au niveau des phases AVP du chantier qui ont été absolument passionnantes. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur deux chantiers emblématiques. Dernière slide, et j'en resterai là. Voilà l'ensemble de nos clients. Vous voyez beaucoup de décideurs publics issus du logement social. On est en mesure, sachez-le, d'appliquer nos mêmes méthodes à de la déconstruction d'avions. Et je souhaite m'orienter vers la déconstruction des homos. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire à partir du moment où vous voyez qu'on a su digitaliser l'ouvrage à déconstruire. Sur l'exemple que vous avez là sur le siège à Saint-Ouen, la déconstruction, enfin ou le réemploi, parce qu'il y a deux sujets en fait. Quelle est la part du réemploi dans le siège social? Alors, je pourrais revenir. Je vois qu'il y a 9000 m² de surface de plancher. Et puis, est-ce que vous avez des notions de coût aussi sur… Alors, le coût, c'est très problématique parce que, en fait, moi, je sais que je suis rentable. Je suis rentable pour mes clients. Je ne sais pas nécessairement le leur démontrer a priori. Et c'est une de mes grandes faiblesses. Je sais que je vais leur permettre de gagner en efficacité sur leur suivi de chantier. Un critère tout simple. À partir du moment où vous avez effectué du tri sur votre chantier, vous savez programmer votre noria de camion. Les bennes de déchets en mélange, c'est terminé. Il y a des gens qui nous adorent, c'est les conseils municipaux des villes avoisinantes. Puisque là, vous voyez bien qu'un certain nombre de nuisances chantiers, bruit,
émissions de poussière, bien sûr. saleté, circulation routière avoisinante, c'est terminé. Je ne saurais pas vous répondre. Et là, la part du réemploi, là, sur le Alors site, là, vous voyez là, on sait, en fait, on a su aiguiller vers le futur projet 9000 m² de plancher technique. ouais, d'accord. On a su aiguiller vers le nouveau chantier 3000 m² de moquette. Et on a su vendre ou donner 2000 éléments. Donc là, c'est essentiellement du second œuvre, quoi. Exactement. Équipement, ouais, second œuvre équipement. Voilà. Sur la partie, si vous voulez, sur la partie gros œuvre, on est principalement sur du béton. Bon, le béton, j'ai envie de vous dire, c'est plus un sujet. Le béton aujourd'hui, tout le monde sait recycler du béton, c'est à la portée du premier venu. Vous déconstruisez, vous installez un concasseur dans la cour de l'ouvrage, et puis vous savez aiguiller le béton concassé vers en fait de la sous-couche routière principalement. Le béton n'est plus un problème. Le nerf de la guerre sur ce type de projet tertiaire, c'est les planchers, les moquettes. Et puis moi je m'intéresse. Le verre. Pardon. Le verre. Alors nous on a le verre, l'acier. des gros problèmes sur le verre. Oui. Parce que en fait on a des problèmes de capacité de production. Notre problème, si vous voulez, c'est déjà de déposer le verre. Et il faut le déposer de manière soignée. Ça induit nécessairement des surcoûts. Des surcoûts qui vont rendre le verre neuf peut-être encore compétitif. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le type de défi auquel aujourd'hui on est confronté. Mais vous voyez, le simple fait de découvrir qu'on a pu réemployer 9000 m² de plancher technique, il y a 3 ans, on ne savait pas faire. Là, on sait faire parce que on a qualifié la matière. Peut-être qu'avec l'histoire des quotas carbone dont je parlais tout à l'heure, alors, le prix du verre, ou le prix du béton neuf, ou le prix de ce que vous voulez va changer. Tout à fait. Et à ce moment-là, vos matériaux vont devenir de nouvelles potentialités. Mais vous voyez bien que nous, on s'inscrit pleinement dans cet écosystème où on est capable d'apporter, sur la base d'une donnée digitalisée, une ingénierie de la dépose. Si vous voulez déconstruire de manière sélective, c'est plus nécessairement à la portée du premier venu en termes d'opérateurs de déconstruction. Et donc, si je veux acheter 300 m² de plancher technique, vous êtes en fait une plateforme en quelque sorte. Tout à fait. On est en sorte du bon coin exactement. À ceci près que dans notre modèle économique, si vous voulez, Monsieur le Prévost, à ce stade, nous, on ne s'engage pas sur un quelconque transfert de propriété. Ouais, le bien, dans notre modèle économique, ça pourrait changer, hein, reste la propriété du maître d'ouvrage. Et en fait, on apporte une valeur ajoutée supplémentaire en animant la recyclerie ou la déchetterie au pied du chantier, parce que en fait, on a des ingénieurs projets qui vont tenir la baraque, accueillir les repreneurs, s'assurer qu'ils reprennent bien ce pourquoi ils sont venus, ceux qu'ils ont réservés, et puis que derrière, on a bien la digitalisation du bon chantier, de manière à ce que, en bout de course, on ait une traçabilité intégrale garantie par les CERFA de récolement qui sont désormais exigés par les nouveaux arrêtés publiés dans le sillage de la loi AG. Bon, bah, écoutez, merci infiniment parce que c'est très clair. On voit qu'il y a une filière, encore des pistes pour l'ICH, les écoles. Je crois que là, il y a de quoi former les gens, plus le métier que vous avez créé. On va laisser la parole à Mickaël. Alors, il y a très peu de minutes, Mickaël, mais je sais qu'il est très rapide parce que le temps que vous êtes imparti passe très vite. Donc, si en 5 minutes, vous pouvez pitcher ce qu'est Coénergie sur tous les enjeux qui y sont rattachés. Et puis après, on finira sur les questions peut-être comment dirais-je, de gens qui nous suivent. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y en a. Il y a des questions. On se réserve peut-être 5-6 minutes sur les questions. Merci beaucoup. Alors déjà, effectivement, je voudrais vous remercier pour avoir cette opportunité dans ce magnifique lieu. J'ai toujours été passionné par le droit. Il est en train de perdre 2 minutes déjà. C'est pas très grave, l'aimabilité en vaut la peine. Et d'ailleurs, je prends note pour la start-up qui attendra peut-être de trouver des bureaux dans ce beau quartier. Et donc, je voudrais remercier Alain, je voudrais remercier également Antoine Baptistelli, le directeur délégué de la Fondation des Mines, qui m'a mis en relation avec vous et qui m'a permis donc d'être là aujourd'hui. Donc, une petite présentation. D'abord, moi, je m'appelle Mickaël, je travaille à l'école de mines depuis maintenant 11 ans comme ingénieur de recherche. Donc, je travaille sur les
l'optimisation énergétique pour les bâtiments. Et avant cela, en fait, j'étais ouvrier sur les chantiers. Donc, j'ai plutôt suivi les cours du soir au CNAM de Paris, une magnifique institution, très belle école d'ingénieurs, après les mines de Paris, forcément, je suis obligé de le dire, qui est pour moi représentative un peu de cet idéal à la française qui permet à tout un chacun d'avoir sa chance, voire sa deuxième chance. Donc, ça vaut la peine de faire un tour là-bas, au CNAM de Paris. Voilà. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que dit Hervé. Et je pense qu'il y a vraiment une complémentarité. J'ai un peu l'impression, Hervé, et dites-moi si je me trompe, que nous deux, on a cette ambition de vouloir faire parler le bâtiment, de vouloir lui faire livrer ses secrets. Parce que la France est un ancien pays, a une belle histoire sur un vieux continent, et donc il y a une diversité, une histoire architecturale quand même assez incroyable. Il suffit de sillonner les régions de France pour voir un peu tout ce qu'elles ont à nous offrir. Et du coup, la qualité des différents matériaux, comme tu l'as dit Hervé, hein, ont un impact effectivement sur la valeur d'un bien, mais également ont un impact finalement sur sa performance énergétique. Et donc faire parler le bâtiment et faire en sorte qu'il puisse nous révéler ses secrets, c'est vraiment un défi assez intéressant et que toi et moi finalement œuvrons à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est très simple, on vient répondre à un besoin qui est de plus en plus criant. Imaginez-vous ce petit papy, enfin débarrassé de ses enfants, dans sa petite maison de campagne, qui se retrouve tout seul avec sa femme adorée, qu'il a toujours aimée, mais sans pour autant pouvoir le supporter comme ça tout seul de manière continue. Donc, il se dit, je vais me lancer sur de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, et il se dit, tiens, je vais rénover ma maison. Donc, il fait appel à un bureau d'études, à l'architecte, bon, bref, voilà, il engage des travaux, il rénove son bâtiment, et puis, l'automne arrive, l'hiver s'ensuit, puis il s'aperçoit qu'il consomme tout autant qu'avant. Alors, il appelle l'architecte, il le renvoie vers le bureau d'études, il le renvoie vers l'entreprise de construction, il le renvoie vers le fournisseur des matériaux, le fabricant, etc. Bon, vous voyez bien, on n'a aucun outil, aucun moyen aujourd'hui pour mesurer la performance énergétique d'un bien et donc aucune possibilité finalement de répartir les différentes possibilités. Alors, si je présente les choses comme ça, vous allez forcément me dire, je ne vais pas me faire des amis, là, on est quand même dans le milieu du bâtiment. Voilà l'ingénieur des travaux finis qui va venir après et nous donner sa note, en fait, sur un travail réalisé. Alors, évidemment, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. L'idée est de mettre justement entre les mains des artisans, des acteurs du secteur, un outil qui leur permette de quantifier la performance énergétique d'une rénovation réalisée. Parce que, tenons-le pour dit, c'est un secteur qui brasse beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup de gens qui font un peu tout et n'importe quoi, mais il y a également en France beaucoup d'entreprises qui travaillent dans les règles de l'art. Or, il s'avère qu'in fine, ce delta-là entre le sachant, la personne qui intervient, et la personne qui commandite les travaux, pour conséquence finalement d'évincer toujours du marché les mieux disants au profit des moins disants. C'est un peu comme quand moi je vais voir mon médecin, donc je n'y connais rien, donc j'ai plutôt tendance à m'appuyer sur des éléments très subjectifs pour lui faire confiance, oui ou non. Donc c'est un vrai problème, et il y a aujourd'hui des entreprises, et on a un savoir-faire en France énorme en la matière, qui travaillent vraiment de manière avec beaucoup de soin, mais qui n'ont pas la possibilité tout simplement de faire valoir la qualité de leur travail. Donc c'est un outil à mettre entre leurs mains. Évidemment, si on reste sur l'image du papy, c'est un marché qui reste très limité, sauf que la France s'est engagée, on a parlé des quotas, on a parlé des critères ESG, bref, on a parlé du DPE. La France s'est engagée quand même à réduire ses consommations énergétiques au niveau européen et au niveau national. Il y a 3 gros contributeurs, on le sait tous, c'est le bâtiment, l'industrie et les transports. Le plus gros gisement aujourd'hui d'économie d'énergie, c'est le bâtiment. Or, les différentes incitations gouvernementales sous forme de primes ou de subventions ont aujourd'hui, dans la réalité des faits, un impact sur le volume en fait des rénovations énergétiques et non pas sur la qualité des rénovations énergétiques. Et ça, c'est un vrai problème parce que quand on réalise une rénovation énergétique, on est reparti pour 30 ans. Économiquement parlant, c'est pas viable en fait de démolir entre guillemets une rénovation énergétique pour en refaire une autre. Donc en fait, on est en train de casser, de briser, d'écouler en fait notre gisement principal d'économie d'énergie. Et ça, c'est un vrai problème au niveau national. En France, comme dans tous les pays industrialisés hors Chine, le secteur du bâtiment est le premier consommateur aux économies d'énergie, premier contributeur, et donc avec tout ce qui s'ensuit, donc les différents impacts sur les différents aspects, indicateurs environnementaux. Donc, on focalise beaucoup sur l'effet de serre, il n'y a pas que l'effet de serre, l'eutrophisation, l'acidification, la pollution des nappes phréatiques, les déchets radioactifs, bref, il n'en manque pas. Donc tout ça, évidemment, la première manière de réduire ces différents impacts,
sur les indicateurs environnementaux, c'est effectivement de réduire les besoins énergétiques. J'insiste sur les besoins, parce que très souvent on vient avec des solutions miracles dans des bâtiments en proposant des systèmes innovants, magiques, féeriques, miraculeux, majestueux, mais in fine, il suffirait peut-être déjà de revoir le bâti en soi, donc la structure elle-même, l'enveloppe, mais également les éléments constructifs à l'intérieur, les murs au fond, les planchers intermédiaires, etc., qui participent à la performance énergétique du bâtiment par les déphasages qu'ils génèrent, notamment en été, etc., l'aptitude du bâtiment à présenter une résilience, à garder une fraîcheur estivale. Bref, tout ça, ça pourrait permettre déjà d'atteindre des objectifs sans pour autant déjà s'attaquer au système. Donc nous, effectivement, ce que fait notre machine, notre outil, j'imagine encore moins 2 minutes, n'est-ce pas? Donc je la présente en moins d'1 minute. L'outil CPTB pour contrôle de la performance thermique du bâtiment a pour ambition donc de faire parler le bâtiment, mais d'extraire justement de ces chuchotements des indicateurs qui nous permettraient de quantifier la performance énergétique. Non plus un jeu de lettres comme le DPE que vous avez mentionné, mais vraiment des paramètres thermophysiques auxquels on s'est attaché en fait des phénomènes aéroliques et thermiques réels. Voilà. Alors, Mickaël, je vous interromps. Quand on a un immeuble de bureau, par exemple, Ouais. on veut connaître, parce qu'en fait, il faut démontrer désormais le côté durable et la performance énergétique. Donc, qu'est-ce que vous avez comme outil? Vous avez des capteurs, vous avez des solutions qui vous permettent de tester les composants. Comment faites-vous? Alors, on a une machine Ouais. très belle. Non, c'est pas vrai, elle n'est pas belle parce que pour le moment, c'est un prototype industriel. Mais on a une machine que l'on vient mettre dans le bâtiment, tout simplement, et qui va le solliciter thermiquement, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement envoyer des émissions de chaleur. Okay, elle va émettre. Alors, comment exactement, de quelle manière? Bref, on a des algorithmes qui vont calculer, qui vont enregistrer la réponse dynamique du bâtiment et calibrer en fait le signal envoyé dans le bâtiment. Sans trop rentrer dans les détails, cette réponse dynamique permet à d'autres algorithmes d'identification qui font appel à des méthodes d'optimisation, des méthodes de calibrage, des méthodes statistiques, et qui vont permettre tout simplement d'identifier un modèle thermique simplifié, ou alors un modèle mathématique. On a toute une palette en fait de modèles qu'on utilise. Une fois ce modèle calculé, ça devient un jeu d'enfant pour recalculer les indicateurs que j'ai évoqués. Donc là, c'est un prototype que vous allez passer en phase entre guillemets C'est un industrielle. prototype qu'on a déjà utilisé et appliqué à plusieurs projets, dont le fameux grand projet de l'école des mines de Paris qui consiste à rénover les bâtiments historiques au 60 boulevard Saint-Michel. Donc, je me permets un petit clin d'œil quand même à mon école pour les remercier déjà de la confiance accordée, mais surtout, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir développer tout cela dans un écosystème très favorable à l'innovation, de par le contact avec un ensemble de chercheurs qui nous aident et nous soutiennent, et aussi de par un contact avec beaucoup d'étudiants très enthousiastes, très motivés, très compétents, qui mettent la main à la pâte dans le cadre de stages, de projets, trimestres recherche, projets ingénierie, projets informatiques. Donc c'est vrai qu'on a tout un engouement autour de nos développements qui nous permet d'avancer avec une belle dynamique. Bon, écoutez, Mickaël, bravo. Pas tant que ça, mais il y a eu un effort qui est à saluer. Qu'est-ce qu'il y a comme question? On peut peut-être répondre. Oui, une première question. Pouvez-vous revenir sur la question des fonds article 8 et article 9? C'est pour moi, ça. Alors, dans le cadre des différents textes d'application du Green New Deal et de ce qu'on appelle la finance verte, la finance durable, les textes communautaires qu'on retrouve sous les sigles de SFRD et CSRD ont introduit un certain nombre de règles concernant les investissements durables dans les établissements financiers, en lien avec ce qu'on appelle la taxonomie verte, qui, elle, est un texte de 2020 qui définit au sens communautaire ce qu'il faut entendre par investissement durable. Un investissement durable est un investissement qui appartient à une des 6 catégories des investissements verts, qui sont la lutte contre le dérèglement climatique, l'adaptation au dérèglement climatique, l'économie circulaire, la prévention de la pollution, la préservation des écosystèmes marins et la préservation de la biodiversité et des écosystèmes de biodiversité. Pour être durable, donc, il faut appartenir à une de ces 6 catégories. Il ne faut pas nuire grandement à une des 5 autres catégories. Il faut également respecter les droits humains, moyennant quoi un investissement est en adéquation avec la taxonomie. Donc, l'étape suivante, c'est de savoir comment les établissements financiers intègrent dans leur politique de placement, d'investissement,
ces investissements durables. D'où la définition de différents types de fonds, ceux qui n'ont pas de classification particulière et ceux qui prétendent à une reconnaissance de durabilité. Cette reconnaissance est différenciée entre ceux qui font des investissements durables, article 8, et ceux qui sont des fonds durables, article 9, c'est-à-dire dont 80% du portefeuille comporte des investissements durables. Sachant qu'il y a un contrôle qui va s'effectuer de plus en plus et que parallèlement, l'Europe est en train de mettre en place un système assez perfectionné de lutte contre les allégations environnementales. Alors, je ne pensais pas qu'on parlerait de ça ce matin, donc je n'ai pas amené ça ce matin, qui est destiné à lutter contre le greenwashing. Et donc, la prétention de participer à un fonds article 8 ou 9, si ce n'est pas vrai, c'est-à-dire si on ne remplit pas réellement tous les critères, est effectivement non seulement un risque de réputation, un risque de déclassement, mais ensuite un risque juridique tout à fait clair. Voilà, je n'ai pas le temps d'entrer davantage dans les détails. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les fonds immobiliers durables, il y en a à peu près 90% qui sont sur l'article 8 et à peu près 10% sur l'article 9, parce qu'effectivement, l'article 9 est très exigeant. Est très exigeant. Mais il est à parier là, que dans les années à venir, ça va monter parce que les investisseurs vont vouloir être de plus en plus… Moi, je le vois avec les fonds avec lesquels je travaille. Voilà, ils sont là-dessus. On a d'autres questions? Une dernière question. Quel budget représente l'action de Batirim dans le cadre du projet de reconstruction de Colisée 1 pour la création du futur siège social de Nexity? Pensez-vous que cela soit possible dans le cadre de tout projet de démolition de recourir à cette méthode, essentiellement d'un point de vue financier? Alors, je formule le vœu que ma hiérarchie ne soit pas là pour m'entendre. Je vais vous donner mon prix sur la prestation de l'ouvrage Nexity. C'est un chantier de 18 mois. La part des constructions et la part construction. La part des constructions est terminée, la part construction le sera bientôt. On a facturé 80 000 €. Honnêtement, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Non. Et on rentre dans nos frais. C'est d'autant moins cher, si vous voulez, que on était au BeamWorld avec notre client Nexity. Lui, il s'est parfaitement rentré dans ses frais sur la base des conseils qu'on sait lui apporter pour optimiser son chantier. Donc, autant vous dire que les 80 000 €, il les a déjà largement amortis. Et puis, on a su lui apporter un surcroît de réputation parce que, si vous voulez, un projet comme ça, il a su en parler à ses salariés, il a su en parler à l'écosystème de la mairie de Saint-Ouen et il y a eu des bénéfices non monétaires pour lui qui ont été immédiats. Le prix de casse, vous l'estimez à combien sur un immeuble, par exemple, qui serait planté en deuxième couronne, puisqu'actuellement, on a une offre considérable sur l'immobilier tertiaire de seconde main, entre la valeur marché, c'est-à-dire pas grand-chose, et vous, ce que vous pouvez proposer, on serait à combien à peu près en mètres carrés? Je ne sais pas si vous avez des notions. Non, très compliqué, oui. Pas vrai. Et quel est l'avantage financier que va trouver votre client dans la réutilisation de matériaux? Parce qu'il va réutiliser une partie des matériaux, donc il va les payer moins cher. Alors, il va, pour partie, effectivement, pour certains, en payer moins cher. Et nous, on est en mesure également de lui apporter une ingénierie de l'économie induite tant sur le plan budgétaire, mais aussi environnemental. Ce que vous avez réemployé, c'est ce que vous n'aurez pas été contraint et forcé de produire, d'acheminer, de fabriquer. Donc là, c'est variable en fonction des biens, des éléments éligibles au réemploi. Et on va croiser ça avec des indicateurs proposés par la base de données IGNES notamment, qui sait définir par composants de bâtiments des indices d'eau économisée, d'électricité économisée. Donc ça, on sait croiser tout ça et apporter cette preuve dans un rapport qu'on remet à notre client en fin de chantier. Quel était le deuxième point de votre question, sinon j'ai oublié? L'avantage financier retiré. Voilà, l'avantage la réutilisation. ça va être ça. Alors,
il ne faut pas croire que le réemploi va nécessairement être en toutes circonstances moins cher que l'acquisition du neuf. J'évoquais tout à l'heure le coût de la dépose. Le coût de la dépose, si vous voulez, dans certains cas de figure, le verre, ça peut être. Il y a toute l'organisation de chantier, exactement. Les réunions, les sélections, exactement. Des surcoûts. Et puis des surcoûts également liés à la formation des compagnons. C'est pas du tout les mêmes personnels que vous pouvez prendre en compte. Et en fait, on a aussi une valeur ajoutée là-dessus, c'est que nous, on conseille nos clients sur les choix des entreprises de déconstruction qu'ils vont retenir, qu'ils vont faire intervenir sur leurs opérations. Et en fait, on sait bien, en examinant les prix proposés par les entreprises, les délais proposés pour la dépose de tel ou tel élément, si à l'arrivée, on aura une dépose propre, une dépose soignée ou une dépose dégueulasse. Voilà, on le sait. Non, l'avantage qu'il pourrait y avoir, même s'il y a un surcoût, c'est la monétisation du réemploi dans la valeur de l'actif. En fait, c'est ça, c'est comme la valeur immatérielle, la valeur d'usage, etc. À un moment donné, il faut bien que ça se traduise financièrement. Alors là, vous voyez, là, je suis en contact avec un opérateur britannique de recyclage des matériaux qui est en train de déconstruire un immeuble à Londres et qui veut quantifier le tonnage de poutrelles métalliques de manière à savoir quand, comment alimenter ses fours en fonction de quelle quantité prévisible à quelles échéances. Voilà. Et sur la simple connaissance de cette anticipation de production, lui, il voit bien qu'il a besoin de cette donnée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si vous me permettez d'ajouter un complément qui est, alors qui n'est peut-être pas financier, mais qui est extrêmement important et qu'on a réalisé ces dernières années grâce à des études matériaux. Donc ça, c'est le professeur Yves Bréchet qui a fait ces analyses-là. Si on réalisait en fait le programme sur l'ensemble de la mise en place des structures pour l'énergie verte, à savoir, là je peux terminer, l'éolienne, toutes les structures en fait nécessaires, l'étude a abouti au fait que l'aluminium deviendrait une terre rare. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut exactement, en fait, dans cette problématique-là, c'est que le gisement, en fait, on va appeler ça des mini-urbaines de la structure, doit être réemployé. C'est essentiel par rapport à tous les programmes qu'on est en train de mettre en place. Il faut absolument qu'il y ait un cycle, en fait, des matériaux au réemploi des nouvelles structures, quelles qu'elles soient, mais surtout pour l'énergie en particulier qu'on veut mettre en place. Ce ne sera pas réalisable sinon d'avoir en fait une politique sur l'énergie verte et avoir un mix énergétique. On sera en pénurie de matériaux, de structures. Très bien. Est-ce qu'on n'a plus de questions? On vient d'en recevoir une. Allez-y. Qui est très longue. Oh. Bravo pour cet outil qui facilite la collecte et le traitement des informations dont la plupart deviennent réglementaires. Il est de nature à faciliter la tâche de certains professionnels. Pour prendre la bonne décision ESG de gestion par destruction-reconstruction versus entretien-rénovation, j'ai un doute. Je m'interroge sur les paramètres de certains calculs trop favorables à la destruction massive de l'existant au profit de constructions nouvelles. Au nom de l'écologie dont vous venez essentiellement de parler, ça fait tourderie de ma part. Ainsi, par exemple, est-ce que dans la balance des émissions carbone, l'outil permet-il de comptabiliser aussi les émissions carbone générées lors de la construction du bâtiment que l'on veut détruire, sachant que ces émissions carbone historiques restent en stock dans l'effet de serre, autrement dit, elles ne sont pas détruites en même temps que le dit bâtiment. Dans la balance, cela compte-t-il pour décider de le conserver moyennant des aménagements et des changements de comportement des usagers pour améliorer son DPE, par exemple? Merci. Alors, ma société a été montée en 2019, donc je serais bien en peine de chiffrer l'effet stock, si j'ose dire, issu des constructions historiques, mais je comprends tout à fait la question. Et ça vaudrait le coup, en fait, sur les projets de construction en cours, d'acquérir cette donnée et de la faire vivre tout au long du cycle de vie et d'exploitation de l'ouvrage. C'est intéressant comme question. Je n'ai pas la réponse, je suis désolé, je ne peux pas répondre eu égard à la jeunesse de mon procédé, mais je trouve que le point de vue de votre interlocuteur est très intéressant. Très bien. Mais écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vous propose d'abord de remercier tous nos intervenants. C'est
un webinaire qui était tout à fait passionnant, remercier nos auditeurs et vous donner rendez-vous pour un prochain rendez-vous ICH Hugues Lepage, ICH Business Hugues Lepage Avocat. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci.